Notre-Dame. J'avais ma maîtrise en service social. Et ensuite, je suis allée à Trois-Rivières, où j'ai ouvert un service social médical à l'hôpital Saint-Joseph, pour ensuite aller travailler au centre de services sociaux pour faire de l'adoption. Par la suite, on est déménagé à Sherbrooke, donc j'ai travaillé à Sherbrooke et j'étais responsable de l'encadrement au secteur famille du centre de services sociaux là-bas. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du secteur sciences sociales et psychologie au Cégep de Sherbrooke. Et ensuite, on a migré à Montréal. Donc, j'ai continué ma carrière dans l'enseignement au Cégep du Vieux-Montréal. Puis après, je suis allée travailler au Centre Marie-Vincent avec les enfants mésadaptés. Et là, j'ai vraiment repris ma carrière de clinicienne pour quelques années, pour ensuite aller travailler sur des dossiers un petit peu plus provinciaux et ensuite à la direction de la protection de la jeunesse à Montréal, où j'ai travaillé environ 15 ans depuis le moment de l'implantation de la loi sur la protection de la jeunesse jusqu'en 1996, où j'ai pris la charge du BSS Sud-Ouest pour 2 ans avant de prendre ma retraite. Et voilà. C'est courtement résumé, mais je sais, pour avoir partagé un petit peu ton vécu professionnel pendant un certain temps, que tu as occupé plusieurs rôles, dont responsable de l'évaluation, responsable du signalement, responsable des reviseurs, donc, et à plusieurs reprises, remplaçante du directeur de la protection de la jeunesse pour toutes sortes de raisons pendant de longues périodes. Donc, tu as été un petit peu, à Montréal en tout cas, je te dirais, la gardienne de cette institution-là de la DPJ. Alors, dans les conversations qu'on a eues pour préparer l'entrevue, tu aurais pu évidemment aborder plusieurs choses, les structures, la formation, bon, et compagnie, mais tu as choisi de traiter plus spécifiquement de l'intervention et surtout du soutien aux intervenants, comme étant, pour toi, en tout cas, la clé de voûte du système. J'aimerais ça que tu nous parles de ça. Alors moi, j'ai toujours eu une très, très grande admiration pour les intervenants en protection de la jeunesse. Je les voyais partir très vite, très rapidement, quand il y avait un signalement d'enfants battus ou abusés. Et je me rendais compte de la lourde responsabilité qu'ils pesaient sur leurs épaules. Les intervenants avaient reçu de la formation. Ils avaient reçu un minimum d'encadrement, je dirais. Et ils devaient beaucoup se servir de leur personnalité, de leur propre personne comme individu pour aider ces gens-là. Et souvent, je les voyais revenir démunis. Démunis parce que les situations en protection sont très, très lourdes. Et quand on a 22, 23 ans et qu'on rencontre des situations d'abus sexuels vraiment très difficiles ou des situations d'enfants battus ou négligés, c'est dur à vivre. Et même si on a de la formation, même si on est équipé professionnellement, si on n'est pas capable d'avoir le soutien voulu pour pouvoir parler de ce qu'on vient de vivre, parler de ce qu'on a vu, échanger et mesurer le degré de dangerosité de la situation, on la porte tout seul. Et j'ai vu trop d'intervenants, à un moment donné, qui sont partis en burn-out. Burn-out professionnel parce qu'ils n'avaient pas pu vraiment recevoir le soutien qu'ils auraient dû avoir. Ils avaient vu des situations qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer de voir. Et ils n'avaient personne avec qui pouvoir échanger. Ils avaient des chefs de division, c'est comme ça qu'on les appelait, qui, eux, devaient faire leur encadrement. Et ces chefs de division-là, ils avaient plusieurs intervenants.
ils avaient pas seulement l'encadrement à donner, mais ils avaient aussi la charge des cas à gérer et les statistiques, et à répondre à d'autres supérieurs si la liste d'attente était trop forte. Alors, ils n'avaient pas toujours le temps à donner aux intervenants. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très pénible. Ce que je trouvais de plus en plus difficile je trouve difficile à voir aussi, c'est quand dans les journaux, on voit des situations d'enfants qui malheureusement décèdent ou sont pris dans des mauvaises situations, et là, on blâme l'intervenant. Et je me dis, c'est pas l'intervenant qu'on doit blâmer. Peut-être qu'il n'a pas posé le geste qu'il fallait qu'il pose, mais peut-être aussi qu'il n'a pas été aidé pour pouvoir poser le bon geste. Et je pense qu'on devient, comme gestionnaire, on devient très responsable de ça, parce que il y a des intervenants qui commencent, qui sont jeunes, qui auraient des capacités, des possibilités de se développer, et qui, à un moment donné, vont frapper un mur parce qu'on ne les a pas assez encadrés, et qui vont développer des mauvaises façons d'intervention en pensant qu'ils interviennent bien. Et finalement, ils finissent soit en burn-out ou soit en intervenant plus ou moins capable de rendre les services voulus. Et je trouve que la responsabilité des gestionnaires, c'est de donner, c'est que les structures deviennent facilitantes pour les intervenants, et elles ne le sont pas. Je n'ai pas vu, moi, des structures facilitantes dans toute ma carrière. J'ai vu des changements de structure, j'en ai vu, où les intervenants ont été bougés d'une équipe à l'autre, d'un endroit à l'autre, et où ils ont porté seuls leur charge de cas, dans le fond. Je trouve qu'on a été très occupés par les structures, puis on n'a pas été assez préoccupés par le fait que la structure devait devenir facilitante pour l'individu et non pas le contraire. C'est vrai que les gens qui font les changements de structure deviennent insensibles. Oui, ils deviennent plus préoccupés, comme s'ils étaient devant un jeu d'échecs, puis ils remuaient des pions, puis ils disaient, bon, ça va marcher mieux, si je mets ma tour là, je vais sauver mon roi. Et ils oublient le petit pion qui avance bien tranquillement sur le damier. Et le petit pion qui avance bien tranquillement, ben c'est l'intervenant, puis c'est lui qui souvent est la clé. Le pion, c'est souvent la clé aussi dans le jeu d'échecs. Et le pion, c'est l'intervenant, puis il y a son chef de division qui est à côté de lui, puis ils sont tous les deux comme oubliés dans tout ça. Et je crois que si on se penchait davantage, d'ailleurs on les entend crier, on a vu à Notre-Dame-de-Laval à un moment donné avec les feux, on les entend crier, puis moi à chaque fois je remarque qu'on trouve toujours le moyen de dire que non, ça va bien, c'est juste qu'il y a eu des changements, mais là on modifie, on ajuste. Et je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que les gens le croient. Ils ne mentent pas, ils le croient dans leur tête, qu'ils ont fait les ajustements, ou qu'ils vont en faire, ou que ça va. C'est pas vrai. Et l'intervenant et le cadre, ils se sentent seuls dans ça. Et c'est l'enfant qui porte le fardeau de ça. Parce que l'enfant et sa famille, s'ils ne sont pas écoutés, si on ne les sent pas vraiment. Moi, j'en ai reçu des parents dans mon bureau qui venaient se plaindre. Mais quand je les ai écoutés comme il faut, je me suis rendu compte que oui, l'intervenant avait peut-être failli d'une certaine façon, mais c'était pas par mauvaise volonté. C'était parce qu'il n'avait pas été aidé à bien comprendre la situation. Et quand tu revoyais l'intervenant après et que tu regardais avec lui l'ensemble de la situation, il se rendait compte. Mais il disait, oui, mais moi, j'ai pas pu échanger, j'ai pas pu en parler. Alors, je me dis, si on veut rendre un bon service, il faut investir là-dedans. Et avec les années, on a beaucoup moins investi sur l'encadrement.
moi, je voyais au début de ma carrière que l'encadrement, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 10 cas. J'avais une supervision d'1 heure et demie par semaine, 2 heures des fois. Et, on était très, très, très bien suivis. Et ça, c'était comme étudiant, mais après, quand notre stage était terminé, la supervision, elle continuait comme jeune intervenant. On ne laissait pas aller comme ça. Et ce que j'ai vu qui m'a scandalisé un peu, c'est que dans les, dans, à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse, dans les centres de services sociaux, l'encadrement était d'abord donné par les directions de services professionnels, puis après ça, ça s'est disparu, puis c'est devenu la tâche du chef de division. Puis le chef de division, bien, on lui a augmenté sa tâche, puis finalement, il n'était pas capable de donner. Et il y en a qui n'étaient pas capables de donner de l'encadrement. Ils pouvaient peut-être gérer une équipe, mais l'encadrement professionnel, c'est pas n'importe qui peut donner ça. Et j'ai vu des intervenants se tourner vers les psychologues qui étaient là pour évaluer des cas, pour aller se défouler puis se faire aider. Puis les psychologues les aidaient parce qu'ils sentaient bien que les intervenants étaient tout seuls. Et je trouvais que c'était tragique de voir ça et de voir après que ceux qui n'avaient pas eu la chance d'échanger ou d'être aidés, ben, peut-être que le service donné à l'enfant était peut-être pas nécessairement le meilleur. Pas parce que c'était leur faute, mais parce qu'on n'y avait pas vu. Alors moi, mon message, c'est essayons de revenir peut-être un petit peu au passé, puis de dire la fonction principale, ça devrait être de l'encadrement. Fournir des gens qui sont capables de donner l'encadrement aux intervenants qu'on envoie dans le champ de bataille et qu'on arrête de les blâmer. Parce que je me dis, le jeune intervenant qui perd un enfant, imaginez comment il peut se sentir pendant des années après. Le fardeau de la responsabilité. Alors que, oui, peut-être que c'est lui qui était le responsable du cas, mais c'était pas à lui de porter l'entière responsabilité. Et c'est souvent des choses qui arrivent. Tu dirais-tu que les intervenants doivent être responsables des gestes professionnels et des choses qu'ils font, mais ils ne peuvent pas être tenus responsables des problèmes du système en lui-même, ou de l'absence d'outils, ou de rigueur, ou de programmes suffisants pour être capable d'avoir une bonne intervention. C'est sûr, si un intervenant peut poser un geste qui n'est peut-être pas le geste professionnel à poser, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on était là, nous, pour l'aider à ne pas poser ce geste-là. Et souvent, je pense qu'on n'est pas là. Et qu'on se rejette un peu la balle. Et c'est sûr qu'on est tous responsables de ce qu'on fait, de chaque geste qu'on pose, mais comme gestionnaire, on doit aussi être responsable des outils qu'on fournit aux gens qui travaillent dans le milieu. On s'imagine que le soutien clinique, ça se résume à peu de choses et qu'on peut le condenser, qu'on peut le faire donner d'une façon accessoire, peut-être par des sessions de formation, peut-être par des consultants à l'occasion. Et on trouve différentes modalités qui ne substituent pas vraiment au soutien clinique. Pour dire, ah bien, on enlève un poste, mettons, on enlève un poste d'encadreur, là, mais regardez, là, on va donner 3 sessions de formation en telle affaire. On va donner un consultant qui va venir regarder comment travaillent les intervenants, puis qui va donner des conseils à leur chef de division sur la façon de mieux les encadrer. Et on va se donner bonne conscience en disant, ben, le soutien clinique, là,
une heure par semaine à un intervenant. Un intervenant senior, là, il a vraiment besoin de ça? Hein? Il a son propre outil, il a eu sa formation, il est capable de se débrouiller, il peut à l'occasion aller demander un conseil, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de s'asseoir puis de discuter de ses cas? Voyons donc. Et peut-être que l'intervenant senior, dans le fond, il pourrait aider le jeune junior qui commence. Là. Et pourquoi aller dépenser de l'argent pour un poste d'encadreur clinique? C'est pas nécessairement ça, l'encadrement. On va le donner autrement. Mais l'autrement, il ne se donne pas vraiment. Parce que l'intervenant senior, il n'a pas toujours le temps de s'occuper du plus jeune. Puis de toute façon, lui aussi, à un moment donné, il aurait besoin de discuter, de parler. J'ai vu, moi, des intervenants seniors en abus sexuel qui faisaient des erreurs monumentales parce qu'ils avaient une théorie, ils suivaient cette théorie-là sans avoir eu l'occasion d'objectiver, de vraiment discuter avec d'autres. Peut-être que ce n'était pas toujours adapté au cas qu'ils avaient. Et ils s'arrogeaient quasiment des fonctions de gourou. Je trouve que c'est dangereux. Et je pense que une façon un encadrement professionnel vraiment bien fait, c'est pas ça. Et ça prend des personnes pour le faire. Puis ça prend des personnes qui doivent être dans une équipe, puis qui doivent pouvoir être disponibles et accessibles aux intervenants aux besoins. Et malheureusement, tu as tout à fait raison, souvent on va tout simplement dire on n'a pas vraiment besoin de ça, on va le donner autrement, de façon plus économique, plus rentable, plus rationnelle. Ça ne le remplace pas. Moi, je pense qu'effectivement, ça a commencé il y a longtemps, cette orientation s'en allant davantage vers la santé. Ça a commencé avec la mise en place des CLSC, les services socio-scolaires qui sont partis, qui sont entrés dans les CLSC, les services sociaux-médicaux qui sont disparus. Et peu à peu, les services ont été axés davantage sur les besoins de santé au détriment des vrais besoins sociaux. C'est comme si on se disait, voyons la santé, puis le reste suivra. Et quand je regarde les structures gigantesques des CIUS, je trouve ça un petit peu aberrant. Quand je vois les porte-paroles, quand il y a des gars qui surviennent, qui viennent parler, je les sens tellement pas proches des intervenants et des problèmes. Je me dis, d'une certaine façon, je suis contente d'en être sortie parce que je trouve que les services se déshumanisent de plus en plus. Ils s'orientent davantage vers des concepts, comme tu dis, des concepts de santé, des concepts d'orientation de services plus globaux, moins proches des clients. Et je trouve ça dangereux. Au cours des 20-30 dernières années, il y a eu, je pense, des avancées importantes en matière de recherche dans le domaine des services sociaux à la petite enfance. Et ça a donné lieu à des développements intéressants, des résultats, la petite enfance, et compagnie. Et on sentait qu'il y avait des progressions importantes alentour, je dirais, de la science des services sociaux, avec différents modèles, différentes approches de l'évaluation, du monitoring, des équipes de recherche, le rapprochement chercheurs et praticiens et compagnie. On dirait que depuis quelques années, c'est comme si ça c'est reparti sur l'autre côté. On sent moins, il me semble, que ce qui est fait est inspiré par les connaissances qu'on a acquises dans ces domaines-là. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Eh bien, pensons au Québec, Fou de ses enfants, à toutes les recherches qui ont été faites, aux initiatives qui ont été prises suite à différentes recherches. Puis effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup parler. Peut-être qu'il y en a encore qui se font, mais on n'en entend plus beaucoup parler.
On ne voit pas la recherche près de l'action comme comme ça a été pendant un temps, où c'était passionnant, où c'était énergisant. Là, on n'a plus cette énergie. Et c'est dommage, très dommage. Aux générations qui suivent, on peut souhaiter peut-être qu'une réflexion approfondie se fasse sur les besoins de ceux qui interviennent auprès des enfants. Puis comment mieux répondre aux besoins de ces enfants-là, parce que c'est là, on est là pour ça. On n'est pas là. On n'est pas là pour des structures, on est là pour répondre à des besoins d'enfants qui sont très malheureux, qui sont très mal pris. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans les années qui viennent, on se penche davantage sur les meilleurs services à rendre en fonction des intervenants qui les rendent. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça va. Les nommer, puis exiger qu'on mette des groupes de travail pour vraiment se pencher là-dessus, puis réfléchir là-dessus, puis développer une action commune par la suite. Je pense que les intervenants d'aujourd'hui, je les connais moins. Mais si je regarde ceux que j'avais moi, je ne sais pas s'ils ont l'énergie pour faire ça. Mais quand j'ai vu ce qui se passait à Notre-Dame-de-Laval, je pense que oui. Je pense qu'il y a des intervenants qui sont capables de parler. Mais il faudrait aussi qu'il y ait du monde pour les écouter. Et c'est ce que je leur souhaite. Il faudrait lui donner la permission aussi. Surtout leur donner la permission. Thérèse, merci beaucoup. Merci.